Bon, alors, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez rencontré mes parents? Alors, oui, bien sûr. C'était au musée. J'ai dû les rencontrer. Mes souvenirs surtout sont tout d'abord de Geneviève. Car quand elle a vu à quel point je m'intéressais à la préhistoire, elle a offert de me faire une initiation sur la typologie et elle a fait venir des tiroirs entiers d'outils du moustérien que je devais donc trier dans son jardin. Donc il y avait des grandes tables à l'extérieur dans son jardin et je devais trier ça selon qu'ils étaient retouchés ou non, par forme, par donc technologie, et ça c'était passionnant parce que c'est très difficile à faire, donc c'est tri, puis ensuite elle remélangeait tout, elle disait bon maintenant vous allez trier ça d'une autre façon, et donc c'était un apprentissage sur le tas, et surtout le fait de manipuler ces outils moustériens, c'était quelque chose formidable sur le plan personnel, avoir cette chance-là. Et voilà, et grâce à Geneviève tout d'abord, j'étais prise de passion pour la préhistoire et pour le moustérien. Et il se trouve aussi que le hasard a fait que nous avions acheté une fermette qui s'appelle Les Bernards, où nous sommes actuellement, et qui se trouve aussi être sur le même site que le Roc de Marsal, où il y a un squelette superbe d'enfants enterré donc au Roc de Marsal, qui est d'ailleurs exposé au musée. Et donc le hasard a fait que mon premier rapport avec la préhistoire, ça a été avec Néandertal. Et grâce à Geneviève, j'ai pu un petit peu, vraiment dans le vif, me plonger dans le sujet d'une manière très physique. Et c'était en quelle année ça à peu près alors là, je suis incapable de me souvenir. Ça devait être dans les années 70. Et mon père, alors, que vous l'avez connu alors moi, mon mari, il le connaissait plus que moi. Ils étaient souvent, ils se sont vus souvent pour des je crois que c'était plus pour des raisons environnementales qu'ils ont discuté ensemble. Donc c'est surtout lui qui avait un rapport avec Jean. Mais ensuite, dès que j'ai voulu faire des études plus sérieuses, donc, et plus approfondies à la fac de Bordeaux 1, je me suis lancée dans une recherche sur les objets, sur les décors, sur les objets en os de la Madeleine. Et c'est là où Jean Guichard m'a ouvert toutes les portes, m'a donné toute latitude à explorer ce que je voulais, à dessiner ce que je voulais. Et ça, c'était aussi formidable, parce que j'avais une grande liberté, je pouvais prendre tout le temps que je voulais. Et là aussi, c'est une grande chance que j'ai eue là, de pouvoir explorer comme ça l'art du mobilier aussi facilement grâce à lui. En plus, ce qui m'a beaucoup frappé avec Jean Guichard, c'est que tout le temps que j'ai passé, les journées, les semaines et les mois que j'ai passé au laboratoire du musée, il venait tout le temps me voir et s'intéressait à ce que je trouvais, il s'intéressait à ces dessins, à ces objets-là. Il y avait une participation, il était passionné, donc je me suis sentie très épaulée dans ce que je faisais, grâce à son intérêt, l'intérêt qu'il portait à ce que je faisais aussi. Hein. C'était vraiment agréable. Oui. Parce qu'autrement, c'était pas vraiment sa spécialité, l'art sur os. Non, pas du tout, mais il s'intéressait à tout. Et donc, c'est ça, il était très ouvert. Et puis, évidemment, c'était les collections du musée, donc il en profitait. Quand il y avait quelqu'un qui travaillait sur le matériel, il en profitait pour venir voir, pour s'intéresser. Donc, c'était ça qui était bien, finalement. Vous étiez installé dans quelle pièce? La pièce où il y avait Monsieur Rousset et Jean-Georges Martiaux? Bien sûr, oui. Avec les grandes tables. Ah oui. Tout le monde qui fumait. Il y avait une bonne ambiance, Et avec Morala aussi, etc. Oui, il y avait... Alors moi, ce que je me suis laissé dire au fil de ces entretiens-là, ce que j'ai cru comprendre tout au moins, c'est qu'il y a eu un temps, à l'époque, il y avait des
préhistoriens qui étaient en général plutôt généralistes, comme par exemple mon père. Oui. Et puis maintenant, on est dans des professions beaucoup plus pointues. Il y a vraiment les palynologues, les anthropologues, les paléontologues, les ceci et cela. Voilà. Et alors, ça vous le confirmez, enfin... Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus une spécialisation, Maintenant, je pense quand même qu'il y a un retour les équipes sont très... disons que plutôt que de travailler les uns contre les autres, on travaille ensemble, et je pense qu'il y a un travail actuellement, depuis une quinzaine d'années, qui est extrêmement positif, dans le sens qu'il y a un travail d'équipe qui travaille sur un contexte, et tous les éléments sont mis ensemble pour essayer d'avoir une vision globale, contextuelle des sites et de ce qu'on y trouve. Et donc, ça, je trouve extrêmement positif. Alors qu'avant, chacun avait sa spécialité. D'accord. Et il n'y avait pas beaucoup d'interaction. Et maintenant, je pense qu'il y a un progrès. Alors avant cela, il y avait vraiment des personnes... La préhistoire de voilà, papa, si je veux dire. Exactement. Ça, c'était autre chose. Et puis souvent, c'était des gens formidables, parce que ils venaient d'ailleurs, ils avaient d'autres intérêts, ils pouvaient aussi bien être ethnologues qu'anthropologues, que préhistoriens. Donc il y avait une espèce d'ouverture d'esprit qui était passionnante, et puis une interaction entre différentes matières aussi. Et ensuite, il y a eu une grande spécialisation, et moi je sentais, même quand je travaillais au laboratoire, pour mon DEA notamment, j'ai senti que personne ne s'intéresse à ce que je faisais. Les gens qui travaillaient sur la typologie ou la technologie ne s'intéressaient pas à ceux qui travaillaient sur l'art du mobilier, même s'il s'agissait du même site. Et ça me paraissait extraordinaire. Il y avait même des personnes qui travaillaient sur l'art gravé sur pierre qui ne s'intéressaient pas à ceux qui travaillaient sur l'art gravé sur os. Alors que moi, je m'intéressais énormément à ceux qui travaillaient sur pierre, sur l'art qui avait les gravures sur pierre, mais je voyais qu'il n'y avait pas du tout d'intérêt dans le sens contraire. Donc en fait... à Bordeaux, ça? Ben non, c'était au laboratoire, toujours pareil, oui, quand j'ai travaillé au musée. Ouais. Oui. Mais mon père était quand même mais votre père, un préhistorien au sens large. Mais ça complètement, et ça c'était une autre époque. Ça c'était une époque extraordinaire, mais c'est comme tous les grands préhistoriens, le roi Gourand et autres, etc., sont souvent venus d'horizons très très divers, et donc ce sont des humanistes en même temps, c'est pas uniquement des spécialistes de préhistoire. Et ça, moi je trouve très important, cet élément très panoramique de l'homme. Je trouve que les préhistoriens, c'est ça, en ce qui me concerne en tous les cas, je suis peut-être un peu atypique, mais je m'intéresse aux populations actuellement vivant dans des endroits du monde et de toutes leurs habitudes et quand je vois la diversité, justement en voyageant, la diversité des populations, c'est là où je me rends compte que on a très peu de chances de comprendre quoi que ce soit aux Magdaléniens ou aux populations paléolithiques, parce qu'il y a une telle diversité dans le monde actuellement encore, dans des zones éloignées, et voilà, donc en s'y intéressant, on voit un petit peu le champ de possibilités qui existe, et on a tendance à avoir une vision de moins en moins étroite sur le sujet, en fait, à mon avis en tout cas. Et là oui, pardon. Non. Et donc j'ai eu le sentiment avec Geneviève et Jean Guichard qu'il y avait une grande ouverture d'esprit, un grand intérêt pour le sujet, mais pas seulement d'une façon très spécialiste, de spécialiste technique ou de spécialiste théorique. C'était plutôt un intérêt de l'humain, l'intérêt par rapport à l'humain, à qui nous sommes. C'est l'impression que j'ai eue. Oui, ok. Mais à vrai dire, je ne les ai pas suffisamment bien connus pour pouvoir... on n'en a pas discuté, c'est vraiment plus une impression que j'ai eue. Il vous arrivait de discuter d'autres choses que de préhistoire, parce qu'ils avaient une culture générale. Bien sûr. Oui. Ben oui.
Mais je ne pourrais pas vous raconter les choses dont nous avons discuté. Hein. Mais ils étaient, je veux dire... De très bons souvenirs, c'est tout ce que je peux dire. Ils étaient tout terrain, ils pouvaient tout parler terrain. De musique... Absolument. De littérature, de philosophie, absolument. C'est ça qui était merveilleux, en fait. Et je trouve que c'est important qu'il y ait cette dimension-là. Parce que tout à l'heure, vous m'aviez demandé s'il n'y avait pas une spécialisation. C'est vrai, je regrette, je vous ai dit que les gens travaillent ensemble. C'est vrai qu'on travaille ensemble sur le terrain, sur le contexte. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'ai fait des études sur l'art du Paléolithique, j'étais choquée par le fait que la plupart des spécialistes n'ont jamais été voir une exposition d'art contemporain, n'étaient absolument pas au courant des techniques de l'abstraction, de toutes les difficultés de techniques, notamment de la simplification. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup étonnée. Donc, j'estime, c'est dommage qu'il n'y ait pas une plus grande culture générale, artistique, pour ceux qui sont en fait des spécialistes de l'art du Paléolithique et il faudrait qu'ils s'ouvrent à toutes les formes d'art actuelles aussi pour pouvoir prendre la mesure de toute la complexité de l'art paléolithique. Pour moi, et ça, c'est une chose que faisaient les gens, les spécialistes de l'ancienne génération, plus facilement que ceux qui sont aujourd'hui, qui se cantonnent à une spécialisation un peu étroite, un peu étriquée. En fait, c'est vrai. D'accord. Et autrement, sur le plan de la personnalité purement, bon, vous entendiez bien, j'imagine. Très bien, très bien. Ils étaient cocasses. Ah oui, ah oui, c'était les originaux. Hein. Oui, oui. Bon vivant aussi, tout à fait. Ah oui. Alors, j'ai pas des souvenirs vraiment très très précis parce que mais voilà, moi ma reconnaissance est surtout due à m'avoir permis de mettre le pied dans l'étrier avec autant de facilité et de gentillesse. Ça, c'est une chose vraiment, ils ont comment dirais-je, ma vocation à être préhistorienne a été vraiment énormément facilitée et consolidée par leur gentillesse et par leur ouverture. Ça je peux le dire. Oui. Mais il y en a eu d'autres après qui m'ont beaucoup aidée dans ce domaine, mais ça c'était vraiment les premiers en fait. Oui. Et au niveau du musée, alors, parce que ça a mis 30 ans à se faire, cette affaire-là, finalement, il a été inauguré qu'en 2004, ou quelque chose comme ça. D'abord, à titre off the record, qu'est-ce que vous pensez de la muséographie d'aujourd'hui ? Alors, oui, je trouve qu'il n'est pas assez pédagogique. Je trouve qu'il y a trop de technologie pour le visiteur lambda. À mon avis, un musée, c'est surtout fait pour initier les gens qui ne connaissent rien et qui sont, et même peut-être même pas pour inspirer des carrières futures, je ne sais pas, moi, encourager les gens à s'y intéresser. Et je trouve qu'à partir du moment où il y a trop de technologie, notamment, c'est passionnant la technologie, moi j'adore ça, mais en même temps, c'est un petit peu rébarbatif quand il y en a trop. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de place à être donnée à l'art. Je trouve que cette toute petite pièce consacrée à l'art du mobilier osseux est beaucoup trop petit, la plupart des objets on ne peut pas les voir, et ça mériterait tout le deuxième étage, moi, à mon avis. L'art, elle aurait pu être étalée sur, je sais pas, 3 fois la surface pour qu'on puisse vraiment voir les objets, la finesse des gravures, l'extraordinaire expertise de ces artistes. Là, je pense qu'en approchant l'art
et la qualité de l'art et la sophistication de l'art, on approche la sensibilité, l'intelligence des hommes et des femmes de l'époque. Mieux, enfin la technologie aussi, bien sûr, c'est très important. Mais la sensibilité personnelle, le talent, ça c'est quelque chose qui se voit plus peut-être dans l'art que dans la technologie en fait. Oui. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ce rapport plus personnel avec les artistes en voyant vraiment les petits détails, les merveilles qu'il y a, parce qu'il y a des merveilles dans ce musée, hein. C'est magnifique ce qu'il y a à voir. Moi j'y vais avec une lampe de poche à chaque fois pour pouvoir les voir, parce que la plupart des objets sont dans l'ombre, ce qui est un peu dommage. Mais comment ça dans l'ombre? Vraiment on les voit pas mal assez éclairé. Ah non, très mal éclairé. C'est terrible ça, pourquoi ils ont mal éclairé? Comment ça se fait? Je n'en sais rien, je pense que il y a peut-être des problèmes de conservation, il y a peut-être... il y a peut-être des tas de problèmes. Peut-être d'ailleurs, ça va changer, peut-être. C'est vrai que la lumière naturelle, il paraît que ce n'est pas bon, etc., etc. Donc il faut créer des lumières. Mais pour cela, il faudrait les espacer davantage pour pouvoir, ou peut-être avoir un dessin à côté de chaque objet pour que la personne qui regarde puisse vraiment déchiffrer les décors qu'il y a sur ces objets. Mais sinon, le musée est magnifique. C'est sûr que ça a une dimension... Et le PIP, vous y avez été? Oui. Alors? Oui, écoutez, c'est bien, ça va orienter les gens, j'espère, vers le musée. Et j'espère que ça ne va pas le remplacer, le musée, parce qu'il y a vraiment une description très succincte de la préhistoire, mais qui est qui est très bien faite, hein. Voilà, j'espère simplement que ça va être un tremplin vers le musée et que ça ne va pas remplacer le musée. Voilà. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait eu une baisse de la fréquentation depuis 10-15 ans. De quoi? Du musée. Ah, c'est possible, moi je ne suis pas au courant. Ah moi je vous le dis, si. Il paraît. Ça, je le tiens des gens des musées de France. Ah oui. Michel Wachowski, tout ça. Oui. Bon, on est passé de 300 000 à 120 000, un truc comme ça. 200 000. Oui. Il faut dire que l'offre touristique s'est considérablement étoffée autour aussi. Bien sûr, c'est vrai que ça fait comme les chaînes de télé, mécaniquement, chutent à partir du moment où il y en a d'autres. Il y en a trop, voilà. Mais, il y a beaucoup de sites autour, oui. Mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Non. Je pense, sans vouloir m'avancer, qu'il y a un petit côté peut-être un peu rébarbatif dans cette présentation. Et le bouche à oreille ne fonctionne pas comme... Parce que moi, j'y suis allé une seule fois, en 2005 ou 2006, je ne sais plus, tout seul. J'allais dire incognito, enfin évidemment. Mais je veux dire, bon, comme ça, quoi, tout bêtement. Et je me suis... Moi qui ne suis pas du tout spécialisé de la préhistoire, je me suis un peu embêté. Oui. Mais il faut vraiment... Heureusement qu'il y a les vidéos pour aider, qui sont très bien faites, Mais c'est vrai qu'il y en a trop, quoi. Ils se sont fait plaisir, hein. Il faut dire qu'au musée, les deux conservateurs sont des spécialistes de la technologie. Les conservateurs. Donc, voilà, ils se sont fait plaisir. En montrant des collections entières d'outils. Moi, je croyais qu'il était surtout spécialiste des armes à feu, Clément. C'est ce que je me suis laissé dire, qu'il était tout le temps fourré chez son pote du lycée de... bref. Ça c'est un peu vrai. Quand vous lisez le rapport qui a été remis à la presse, moi je sais, j'étais à TF1, c'est moi qui ai monté le sujet du 20h de Poivre d'Arvor sur le... Je veux dire, le dossier de presse, on passe de Denis Peyroni à Clay Merle directement, il n'y a rien eu entre. Ah ouais. Ça, c'est très injuste. C'est quand même incroyable. C'est très injuste. Alors, il faudrait... Oui. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle crasse. Complètement. Oui, mais j'étais très, très, très choquée. Et ensuite, parce qu'il y a eu ce qui avait été écrit. Et ensuite, l'hypocrisie, après, du discours, qui ne correspondait pas du tout. Oui. Notamment dans Paléo. Oui. L'espèce d'hommage posthume en entourage. Voilà. Un sommet d'hypocrisie. Absolument. Ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Et ça n'a rien rattrapé, parce que je pense que tout le monde se souvient
enfin, oui, je trouve qu'il manquait de reconnaissance. Je pense, oui, là je tourne. Mais je pense que, voilà, le départ de Jean Guichard méritait une reconnaissance appuyée, vraiment, pour tout ce qu'il a fait dans la région, tous les gens qu'il a reçus, tous les gens auxquels ils se sont consacrés, d'ailleurs tous les deux. Ils ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ils ont suscité beaucoup de vocations, vraiment, par leur enthousiasme communicatif. Voilà, donc ils méritaient un hommage. Et il n'est pas trop tard. Parce que dans n'importe quel service, quand il y en a un qui part à la retraite, sûr. On fait un pot. Mais là, il n'y a pas eu de pot. Au contraire, non seulement il n'y a pas eu de pot, mais après, il n'a même pas pu re-rentrer dans le musée. Il était persona non grata dans le musée, puisque on a failli porter plainte contre lui pour des histoires de timbre. Je me souviens de ça. Donc non, mais ce que je pourrais terminer en disant simplement qu'il n'est pas trop tard. La preuve, c'est que vous faites ce film. C'est le mot de la fin. Excellent. C'est dans la boîte. Voilà. Donc oui, vous me disiez que... Oui, mais je disais qu'en fait, moi je sais qu'il se levait aux aurores pour aller chercher quelqu'un qui venait de Paris et qui arrivait à la gare des Aisies. Et il y avait une espèce donc de service de conservateurs qui était une façon de partager, comment dirais-je, de susciter carrément des vocations aussi, hein, c'est-à-dire de se donner personnellement à fond pour que les gens puissent voir, puissent venir, puissent s'initier à ce que le musée avait à offrir et à ce que la région avait à offrir. Moi, j'ai vu ça je l'ai vu, hein, cette espèce de comment on dit en anglais, dedication. Là, j'avoue que je sais pas comment le dire en français. Je sais pas pourquoi le mot me vient en anglais et pas en français. Une façon de se vraiment donner à ce qu'on fait d'une façon entière, quoi. Et bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça maintenant, en fait. C'était leur vie, en fait. Hein. Et ma mère faisait des conférences aussi. Mais tout à fait. Ouais, elle faisait des conférences aussi. Notamment auprès des enfants. Oui, c'est vrai. En général, c'était assez... Oui, j'ai entendu dire. Enfin, je ne les ai pas écoutées, ces conférences, mais c'est vrai que... Oh, mais quelle personnalité. Oh. Elle était pédagogue, je crois. Enfin, moi-même, moi, je peux en juger. Puisque, très pédagogue. Ah oui. Bon, la préhistoire, ça n'a pas fonctionné avec moi, mais d'autres matières, disons... C'est normal quand on est l'enfant de préhistorien. Écoutez, je vous assure que les fouilles, les cailloux et tout, j'en avais un petit peu par-dessus la tête. Mais c'est pareil pour mes 3 filles, il n'y en a aucune qui sont devenues des préhistoriennes. Hein. Aucune. Hein. Elles ont eu vraiment assez de me voir travailler là-dessus et me passionner pour ça. Mais c'est vrai qu'eux se donnaient à fond complètement et vraiment rendaient service. Enfin, disons, c'est ce que j'ai pu voir de mes yeux. C'est ce service rendu, c'est cette passion. C'était leur vie, en fait, à tous les deux, hein, il me semble. De loin, il me semblait ça. Oui. C'est l'impression que j'ai eue. C'était leur vie, c'était absolument leur vie, tout à fait. Voilà. Comme ils étaient ensemble, oui. Il y avait, il y avait une potentialisation, il y avait vraiment... Oui. Et qu'est-ce que je veux dire? L'affaire du château de campagne, vous en avez aucun souvenir? Ça, c'était un peu avant que vous... Ah, mais ça, je m'en souviens, non, parce que mon mari avait fait une contre-expertise. En fait, on a un très bon ami, un de nos meilleurs amis, qui est venu exprès en Dordogne, justement pour y travailler au château. C'est un physicien qui était spécialiste dans tout ce qui était nouvelles technologies pour mesurer les datations et des choses comme ça. Et il était venu de Bordeaux où il travaillait au CNRS en Dordogne exprès pour travailler. Et ça, je veux dire que Jean Guichard a fait un petit peu capoter le projet du château de campagne en faisant une estimation des travaux très très élevée.
Et je veux dire que là, mon mari, lui, il a fait une contre-expertise beaucoup plus basse. Mais ça ne s'est jamais fait. Je crois que... Je pense, enfin, je ne suis pas vraiment au courant du tout des détails, mais je pense que Jean Guichard avait plutôt envie que cet investissement se fasse davantage au musée. Peut-être c'était ça, je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi ça avait capoté, parce que je sais que Jean Guichard est à la racine du fait que ça n'ait pas marché au château de campagne, à l'origine. Alors là... Je pourrais me renseigner, hein, parce que je pourrais le savoir par mon ami. Parce que moi, j'ai pas du tout la même vision des choses, hein, mais avec les éléments dont je dispose, qui sont pas complets. Ça, je pourrais vous en parler sérieusement, parce que mon ami, donc, Art Mackenzie, qui travaille au CNRS, qui était vraiment un technicien de pointe pour toutes les nouvelles machines, d'ailleurs, il travaillait dessus à Bordeaux et à Paris, est venu spécialement pour ça, hein, et d'après lui, c'est un peu Jean Guichard qui est un petit peu... Pourquoi en tant que spécialiste des nouvelles technologies? Ah, mais pour travailler justement à ce nouveau, ça devait être un annexe du musée, ça devait être ou de la fac de Bordeaux d'ailleurs, oui, sûrement de la fac de Bordeaux en fait, et ça devait être un lieu de recherche. Enraciné ici, enfin... Oui, un centre de recherche archéologique. Un centre de recherche. En réalité, il y a eu plusieurs projets successifs. Oui, ben lui, mais ça. Je pense que, au contraire... je me renseignerai. Mon père a énormément travaillé pour que ça se fasse, à tel point qu'avec Hubert de Comarque, et grâce à Christine de Comarque, qui travaille au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui connaissait des gens à l'environnement, qui connaissait des gens à l'équipement. Il connaissait tout le monde. Du coup, ils avaient réuni, si vous voulez, un budget promis par l'État, en quelque sorte, de 10 millions de francs. C'est-à-dire, ce qu'on appelait à l'époque 1 milliard de centimes. 10 millions de francs. Et en 73, il y a eu... la visite, c'est mon père et Hubert de Comarque qui ont obtenu du marquis la donation. Et en 73, il y a eu une visite clandestine du château, sans prévenir mes parents, par François Borde et Jean-Philippe Rigaud. Bordeaux a voulu s'emparer du bébé. Ah oui, ça c'est possible, parce que justement mon ami travaillait à Bordeaux, donc c'est possible. Voilà. Et finalement, c'est Yves Guéna qui a capté les fonds et qui a créé le Centre national de la préhistoire. Si vous voulez. Voilà ce qui a fait capoter Campagne. Ce qui a fait capoter Campagne, c'est Guéna. Ah, mais c'est pas parce que justement Jean Guichard, alors à ce moment-là, si vous voulez, je peux téléphoner à mon ami maintenant et je peux lui demander exactement ce qui s'est passé. Je veux bien. Je veux bien. Je ne sais pas si vous filmez à ce moment-là, mais je peux le faire. Je veux bien. Parce que... Mais vous ne pouvez pas mettre l'ampli comme ça, je vais noter ce qu'il va dire. Enfin, vous lui dites. Hein, je peux mettre l'ampli. Ah bah oui, mais vous lui dites. Vous lui dites bonjour monsieur Mackenzie. Enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez. Non, mais vous lui expliquez que vous êtes avec moi et que je fais un... Parce que là, c'est un point très important pour moi. C'est un point très important. Oui, Hélène, c'est Christine. Oui, écoute, en ce moment, j'ai le fils de Jean et Geneviève Guichard à la maison. De Jean et Geneviève Guichard à la maison. Et il voulait en savoir plus, ça l'intéressait d'en savoir plus sur le projet de Art qui devait venir au château de campagne. Et donc, qu'est-ce qui a fait capoter ce projet? Et pourquoi? Attends une seconde, je vais mettre le... Oui? Non. Ah.
Art va m'expliquer mieux que ça. Alors, passe-moi Art, alors. Il paraît que Jean Guichard, donc, Art était maître de recherche. Et Jean Guichard était seulement chercheur au CNRS. Oui. Et il ne voulait pas travailler sous la direction d'un maître de recherche. Il voulait lui-même... Il n'était plus du tout chargé de recherche, puisqu'il avait quitté le CNRS, il était au Musée de France depuis 67. Je ne comprends pas. Non, mais attends, mais justement, ça va être intéressant. Mon père a quitté le CNRS. Eh bien, je vais vous le passer. Je vais vous le passer, Art. Hello, Art. How are you? Would you mind explaining to Jean Guichard's son exactly what happened? He's a lovely man. He's very nice, and but he's very interested because I was vaguely talking to him about what you did and all that, and he would like to know more. Okay, so I'll pass him on to you. Okay. Alors, attendez, restons proches comme ça, vous avez le micro. Oui, mais il parle français, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, alors donc, il paraît que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé à l'époque du château de campagne. Donc, vous étiez pressenti pour devenir pour diriger le laboratoire du château de campagne. Mais, monsieur, est-ce que par hasard, vous avez fait partie de l'équipe qui est venue visiter le château de campagne en 73, et il y avait François Borde et Jean-Philippe Rigaud. C'est Borde qui vous a montré les communs. Oui. Non, mais j'essaie de délabyrinther cette histoire, ce n'est pas facile. J'ai plusieurs versions. Ah oui, j'ai plusieurs versions, oui, très, très différentes les unes des autres. Bah écoutez, pour l'instant j'ai pas encore bien compris, mais si vous voulez, d'une part, ce dont je suis sûr, parce que j'ai les documents à la maison, c'est que c'est bel et bien mon père et Hubert de Comarque qui ont obtenu en quelque sorte la donation du château à l'État par le marquis de Campagne, ça c'est une chose. Tout de suite, ils ont mis en place le premier projet d'un centre de recherche archéologique qui serait ou pas articulé au musée, mais pas nécessairement. Ensuite, grâce à l'intervention de Christine de Comarque, qui travaillait dans les ministères successifs de la jeunesse et des sports, de l'équipement, de l'éducation et de l'environnement, Hubert et mon père ont réussi à obtenir une enveloppe globale de 10 millions de francs pour le château de campagne. Bon. Ensuite, il y a eu la visite surprise et non dite, c'est-à-dire une visite anonyme en 73 de François Borde, avec lequel mon père avait toujours eu d'excellents rapports, puisque c'était son ancien professeur. Non, si, ils ont eu de très bons rapports jusque en 73. François Borde a envoyé mon père en Nubie pendant 4 ans de suite pour participer au sauvetage d'Abou Simbel, enfin des sites paléolithiques de la Nubie. Donc François Borde avait une énorme confiance en mon père. Ensuite, c'est François Borde également qui a finalement trouvé le job du musée des Hésies à mon père. Donc il y avait une très grande complicité des Bordes et de mes parents dans les années, je dirais, 60. Mais à partir du moment où il y a eu cette visite en 73, mon père n'a pas été prévenu, alors que c'était lui de facto qui s'occupait du château en attendant que ce château devienne quelque chose. Alors il y a Borde et Jean-Philippe Rigaud qui sont venus et qui ont en quelque sorte voulu récupérer le bébé. Et par ailleurs, en même temps, il y a Yves Guénat, qui était maire de Périgueux à l'époque, qui a en quelque sorte détourné, pas personnellement bien sûr, mais détourné cette enveloppe de 10 millions de francs,
et c'est devenu le Centre national de la préhistoire de Périgueux. Voilà la version que j'ai, et je la tiens de plusieurs personnes différentes. Maintenant, la vôtre est tout à fait intéressante aussi, hein, et peut-être tout à fait vraie. Hein, Donc on vous a fait venir de Paris parce que vous alliez devenir le responsable scientifique de cette nouvelle structure, et puis finalement vous avez passé quelques semaines à Bordeaux, et puis ça a capoté, et puis vous vous êtes retrouvé le bec dans l'eau à Bordeaux, et puis heureusement vous avez pu vous avez pu quand même exercer votre métier de chercheur sur la thermoluminescence. C'est ça que vous me dites, hein, monsieur? Ben, merci, monsieur. Je vous repasse Christine. Hein. Au revoir, monsieur. Merci infiniment. Ok, thanks, Art. D'accord? Allez, à demain. Au revoir. Alors, son explication. Écoutez, je tombe des nues. Je peux pas vous dire mieux que ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Art Mackenzie Pierce, qui est un ami depuis toujours, c'est un homme très, très modeste, très doux, pas du tout politique ou politicien, pas du tout ambitieux. C'était un Canadien, il n'a pas du tout l'esprit combatif politique à la française, et puis il n'était pas du tout mêlé à toutes les espèces d'embroglios qu'il y avait dans la préhistoire, etc. Et je suis sûre que ce qu'il dit est vrai, parce que vraiment, voilà, c'est quelqu'un en qui on peut se fier complètement, parce qu'il n'est pas compliqué, il ne va pas déformer la réalité. Voilà, c'est quelqu'un de très très fiable pour moi. Oui, je le connais depuis toujours, c'est vraiment quelqu'un de très très fiable. Donc je ne sais pas en quoi ça correspond. Ah non, mais qu'il soit fiable, ça j'en doute pas un seul instant. Non, mais je veux dire, voilà. Mais par contre, entendre ces guichards qui a coulé campagne, ça c'est quelque chose que je ne peux pas, pour l'instant, absorber. Non pas par parce que ça me scandaliserait, ou je suis absolument capable d'entendre tout, y compris le pire. Jacques Tixier me disait l'autre jour, ta mère, elle était chiante, devant la caméra. Il n'y a aucun problème, et j'ai pas grimacé, vous voyez, parce que c'est vrai qu'elle était chiante des fois. Bon, donc non, je suis capable d'entendre tout. Ça, d'ailleurs, c'est l'objet, hein. Moi je ne veux pas travestir l'histoire. Mais par contre... Comment je mets ça? Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Voilà, c'est comme ça, ça y est, je suis branché. Mais par contre, je crois qu'au contraire, il a mis une énergie folle, à faire quelque chose de campagne. Mais alors, je vais vous dire une chose, c'est que quand les politiques locaux, c'est quand même spécial. Quand mon mari a voulu faire un hommage à la vallée de la Vézère pour le changement de siècle, pour 2000, il avait fait un projet extraordinaire de laser qui passait d'un cluseau à l'autre tout le long. Il avait fait déjà les essais, il avait les budgets de l'État, c'était le seul projet qui était accepté par la France, enfin par le gouvernement français dans le sud-ouest. Donc très important budget. Localement, il y avait une contribution à faire. Eh bien, cette contribution n'a jamais été rassemblée. Pourquoi ? Parce que le local voulait faire les choses à sa manière. Et je pense qu'il y a des susceptibilités locaux qui sont terribles. Je veux dire que si on sent qu'une affaire qu'on a montée vous échappe, eh ben peut-être qu'il y a des réactions de fierté, je ne sais pas moi, qui peuvent très bien se comprendre d'ailleurs, entre parenthèses. Et on s'aborde. Mon mari n'a pas sabordé le projet, mais lui, il a refusé des choses. Il n'a pas voulu faire des compromissions. Il n'a pas voulu qu'il y ait des marchands de frites à côté. Il voulait que ça garde cette pureté. Il ne voulait pas que ce soit récupéré. Il voulait que ça reste vraiment un projet presque utopique pour 2000, une espèce de chose très pure et très minimale. Eh bien, la Conseil général et la région a voulu en faire un truc complètement différent, et donc ça a capoté. Donc ça arrive souvent, ça, ce genre de choses. Et qui sait, peut-être que c'était le cas justement parce que Jean s'est tellement investi pour que ça se fasse. Peut-être qu'il n'a pas
aimer l'idée que ça puisse lui échapper d'une manière ou d'une autre. Peut-être. C'est possible. Non, parce que figurez-vous que j'ai jamais, au grand jamais, pour l'instant dans mes recherches dans les documents, trouvé mention du fait que mon père ait voulu devenir le directeur de ce truc à campagne. Pas du tout. Ah oui, ça c'est bizarre. Non, jamais. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas eu ce projet peut-être dans sa tête, mais toujours est-il que dans les documents que j'ai, à aucun moment il se propose en disant « Coucou, ça peut être moi ouais. ». Il était déjà conservateur du musée et maire des Aisies, je crois que ça lui suffisait. Oui. Donc, c'était pas pour lui. Oui. Oui, mais peut-être... Il y aurait peut-être vu à l'époque un Geneste ou je ne sais qui, vous voyez. Je crois pas, parce que ça ne lui a pas plu, que ça... Visiblement, ça ne lui a pas plu que ce soit Borde et en fait l'université de Bordeaux qui le prennent. Peut-être que ça ne lui a pas plu, ça. Peut-être qu'il aurait voulu que ce soit... C'est lui qui avait trouvé l'argent. Oui, peut-être qu'il aurait voulu que ce soit le musée qui chapeaute et non pas la fac de Bordeaux. Oui. Et puis finalement, ça a été ni l'un ni l'autre. Voilà. L'argent est parti pour faire le CNP de Périgueux. Et maintenant, seulement maintenant, depuis, je crois, 6 mois, il y a vraiment quelque chose. Oui, il y a vraiment, totalement. Une fois de plus, et même moi, je sais que mon mari a été amené pour faire une contre-expertise des travaux parce que il me semble avoir entendu dire, mais il faudrait que mon mari soit là pour le confirmer, il me semble que Jean Guichard a gonflé exprès le coût des travaux pour justement que ça ne marche pas. Et mon mari a été demandé, lui il a fait une contre-expertise complètement différente. Mais pourquoi? Parce qu'il était architecte ou entrepreneur? Ah, il était architecte, mon mari. Non, parce que comme vous le disiez, il était contemporain. Oui, mais il était architecte, il était installé comme architecte, donc il a fait une contre-expertise. Il disait que c'était complètement ridicule, l'expertise qui a été faite, qui a gonflé les travaux. Elle avait été faite par quel architecte, l'autre expertise? Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais ça a été gonflé très exprès, justement pour que ça ne puisse pas rentrer dans le cadre des fonds. Alors, donc c'est un pur sabordage. Un pur sabordage, ah oui. Voilà votre théorie. Ah oui. D'accord. Ah oui. Voilà. Ah ben au moins je suis pas venu pour rien. Parce que alors là je vais vous dire, c'est carrément un pavé dans ma construction. C'est intéressant, hein. Ah ben bien mais sûr. Moi je ne juge pas, hein. Je ne juge personne là-dessus. Je me dis qu'il avait peut-être des raisons, peut-être qu'il y avait des raisons très profondes. Si c'est vrai, je veux dire, peut-être qu'il y avait des raisons tout à fait valables et pourquoi pas. Ma foi, je veux dire, moi j'ai jamais, mon mari non plus d'ailleurs, entre parenthèses, il a fait une contre-expertise parce qu'on lui a demandé de faire une expertise et qu'il n'a pas trouvé les mêmes chiffres, mais il était payé pour ça, comme n'importe quel autre architecte l'aurait été. C'était que au sujet des communs ou c'était l'ensemble du château? Je pense que c'était surtout les communs où on a exagéré, on a gonflé les travaux à l'époque. Je ne me rappelle plus, il aurait fallu qu'il soit là, mon mari, pour expliquer ça. Oui. Enfin, en tous les cas, lui, il n'était pas du tout d'accord avec l'expertise qui a été faite avant. D'accord. Okay. Donc, vous découvrez quelque chose. Et vous l'avez, l'expertise de votre mari? Non. Non. Non, non. Non. Mais elle a été publiée, il y a eu un dossier. Il y a eu un dossier quelque part, oui. C'est ça. Oui. Ah oui. Je ne sais même pas qui c'est qui lui a demandé de le faire. Je vais peut-être tomber dessus un jour. Mais je ne sais pas qui c'est qui lui a demandé de faire la contre-expertise. Moi, je me souviens qu'il l'a fait, mais je ne me souvenais plus du tout de qui ni comment. C'était il y a tellement longtemps. C'était il y a... Bon, c'est peut-être Bordeaux. C'est peut-être Bordeaux. Ah oui. J'en sais rien. Et peut-être parce qu'on était sur place, c'est pour ça qu'il a demandé à mon mari. Non, mais il y a aussi un fait psychologique, je pense, dans cette affaire, c'est que autant Bordeaux que Paris, autant Bordeaux, que Périgueux, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier Guénat dans cette histoire. Oui. Qui a quand même lancé le CNP. Oui. Qui est d'ailleurs une espèce de... Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez du CNP, mais vu de loin, moi j'ai l'impression que ça soit très centre national de la préhistoire. On ne sait même pas où c'est, on ne sait même pas ce qu'il y a. Mais c'est comme le PIP. Il n'y a pas de communication. C'est comme le... Bon. Oui, mais à la limite, le PIP, il y a une visibilité. Vous arrivez aux Aisies, vous voyez on le PIP. Voit. Bon. Ouais. Tandis que le CNP, vraiment, on voit rien du tout. Il faut le chercher. Complètement confidentiel. Il faut le chercher. Et puis qu'est-ce qu'ils font vraiment? Leur site est... ils sont confortablement assis, chacun dans leur bureau. Bon,
Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Moi, j'ai toujours pas compris. Pourtant, je suis allé sur leur site. Ah, oui. Donc, c'est plus que discret comme activité. Ah, oui, oui, bon. Bref, non, oui, moi, ce que je crois, c'est que les acteurs bordelais et périgourdins de l'époque ne supportaient pas qu'un projet de cette dimension se trouve dans une petite commune qui s'appelle Campagne. Moi, je crois qu'il y a ça. Il y avait 10 millions de francs qui étaient obtenus. Eh bien, c'était pas possible de laisser Guichard faire son truc dans un petit bled qui s'appelle Campagne. Il fallait que ça aille soit à Périgueux, soit à Bordeaux. Voilà comment je vois les choses. Mais je me trompe peut-être et je suis prêt à changer. Parce que je cherche, si vous voulez. Donc, j'ai pas d'avis définitif. Voilà. Bah, c'est la version de Brigitte et Gilles Deluc, ça aussi. Très, 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 très directement. Oui, non, mais eux, ils n'étaient pas directement impliqués. Alors que Art, il a été carrément cherché pour le faire. Je comprends. Alors, ils n'étaient pas directement impliqués. Ils n'étaient pas directement impliqués, mais ils étaient sur place au labo tous les jours, parce que Brigitte Deluc était au labo tous les jours. Brigitte Deluc dans les années 70. Au musée. Au labo des Aisies, oui. Au labo du musée des Aisies. Oui. Donc, elle a vu tout ça au jour le jour, puisque elle venait travailler sur les blocs gravés aurignaciens. Oui, ça, je me souviens. Mais, enfin, je ne me souviens pas, mais je sais qu'elle travaillait au musée. Mais oui, moi je me demande si c'est pas simplement parce que vu que c'était vraiment surtout un laboratoire technique, si c'était pas justement vraiment un annexe de Bordeaux, et que au lieu d'être un annexe du musée, ça devenait un annexe de l'université de Bordeaux. Et peut-être que c'est ça qui était le problème, qui sait. De toute façon, vous savez, dans le monde de la préhistoire, les susceptibilités, même les meilleures, parfois, c'est vrai, il y a des... Et comment vous expliquez ça? Pourquoi il y a Je ne sais pas. Je vais vous raconter une histoire un peu drôle. Au moment de la catastrophe de l'abri bateau, quand... c'était un drame, pas possible. Mais attendez, c'est quoi là? Parce que moi je ne savais pas qu'il y avait une catastrophe. L'abri bateau. Il s'est écroulé? Non. Non. Au moment où ils allaient faire le musée. Oui. Bon. Alors, il y avait un rendez-vous, je crois que c'était un lundi matin. J'ai encore l'article du journal. Un lundi matin, tout le monde devait venir. Les pompes de Paris, de Lemelay, tout le monde, le conseil général, la région, tout le monde devait venir voir le site. C'était peut-être le mardi, peut-être. Du coup, l'entrepreneur, le lundi, se dit, tiens, je vais faire un petit nettoyage. Il est arrivé, il a nettoyé. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, 7 camions de fouilles, de débarrasser. Évidemment, personne n'est responsable. Je veux dire, c'est ça qui est terrible. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont vu ça, ça fait la une de tous les journaux. C'était aussi scandaleux que ce qui se passe à Lascaux actuellement. Ils ont réussi à trouver l'endroit où ça fait donc 10 mètres cubes, ça doit faire 70 mètres cubes de fouilles qui ont été comme ça débarquées en bordure de travaux de route, sur la route de Périgueux ou un truc comme ça. Alors, du coup, tout de suite, moi j'étais étudiante à la fac de Bordeaux, donc je faisais ma maîtrise à l'époque, ou mon DEA, je ne me rappelle plus, je crois que c'était, enfin je sais pas, j'ai pas la date, mais j'ai l'article encore, ce qui fait que je peux retrouver la date. Il y avait toute l'équipe qui descendait de Paris, tous les étudiants de Bordeaux qui venaient pour faire des fouilles de sauvetage. Il y avait encore des pans qui étaient prêts à s'écrouler. Et puis je suis tellement riche, l'abri bateau, mais c'était un désastre sur le plan archéologique. Donc j'étais là, moi, en train de fouiller avec tout le monde. Mais vu que de Lemelay ne pouvait pas se sentir avec Rigaud. Attention, touchez pas votre... Oh, pardon. Non, je vous en prie. Qui ne pouvait pas sortir. À un moment donné, il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur qui doit faire quoi et qui doit revendiquer quoi, j'en sais rien. Et à un moment donné, il y avait les deux pontes, il y avait l'instruction, on nous a dit tout le monde s'arrête de fouiller parce que de Lemelay n'est pas d'accord avec Rigaud, l'un à Bordeaux, l'autre à Paris, et donc tout le monde arrête de fouiller. Et moi j'ai dit, zut,
moi je continue, parce que ça s'appelle une fouille de sauvetage. On ne va pas attendre 3 jours que ces messieurs s'entendent avant de sauver ce qu'il y a là, parce que en fait c'est une richesse telle qu'il fallait travailler. Et je me souviendrai toujours de ça. C'est pour vous dire, l'animosité qu'il y avait entre les deux, c'était quelque chose, à tel point qu'ils arrêtaient des fouilles de sauvetage. Et que tous ces étudiants-là s'asseyaient en tournant les pouces en attendant que ces messieurs s'entendent. Et uniquement parce que Delumlé et Rigaud ne voyaient pas de la même façon ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire que c'était propriété de Delumlé, dans le sens que ça dépendait de Paris. De l'IPH, oui. Oui, et que faisaient donc ces étudiants forcément de Bordeaux qui étaient là pour finalement... Et en fait, c'était une manœuvre très utile de Bordeaux, mais alors en même temps, lui, il devait se méfier parce qu'il y avait des Bordelais qui étaient sur ses fouilles. Enfin voilà, c'est terrible. Les gens préfèrent que rien ne se fasse plutôt qu'à ce que ce soit l'ennemi qui le fasse, en fait. Oui, ça on m'a déjà dit ça. Mais c'est terrible, parce que moi, par exemple, avec Norbert Rojoula, moi j'ai eu des aventures. Il se trouve qu'au musée d'histoire naturelle de New York, ils ont trouvé un tableau qui a été fait dans les années 30 et qui représentait un pan de mur des fresques de fond de gomme. Et moi, quand je l'ai vu, et on m'a demandé, bon, c'est quel endroit juif? Moi, je suis désolée, on voit que des mammouths, et je suis désolée, on ne les voit pas, ces mammouths, c'est une très mauvaise représentation. Mais je veux bien aller sur place, voir où ils sont, ces mammouths, éventuellement vous faire un dessin, et comme ça, vous pourriez comparer la peinture avec le dessin que j'aurais fait, etc. Je n'ai jamais eu l'autorisation. Jamais. Et pourtant, je ne touchais pas au mur, je n'ai jamais pu le faire, ça. Parce que Norbert Rojoula veut tout garder pour lui, même s'il ne le fait pas. Alors je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoutez, est-ce que ça te dérange que je fasse... Non, non, pas du tout, d'autant plus que je ne peux pas prendre des photos de cet endroit-là. Mais j'ai su après que c'était lui qui mettait les bâtons dans les roues. Il préfère que rien ne se fasse. D'ailleurs... C'était quelle grotte, excusez-moi Fond de gomme. Ah, Fond de gomme, oui. Mais attendez, Norbert Rojoula, c'est qui déjà? Lui, c'est lui qui est responsable, qui est justement à Périgueux, à la CNP. Ah, d'accord. Et qui est responsable de toutes les grottes ornées. Ah, d'accord. Aujourd'hui? Oui. Oui, d'accord. Encore aujourd'hui. Je crois qu'il va prendre sa retraite. Il y a Chadel, Maury, c'est ça un peu le CNP ou je Non, confonds? non. Ça, c'est pas ça, d'accord. Non, c'est Jeunesse. Non, c'est Jeunesse. C'est Jeunesse, oui. Et Norbert Rojoula. Et Norbert Rojoula, d'accord. Voilà. Et qui est au-dessus? Jeunesse, je crois, est directeur. Et Rojoula, sous-directeur, tout ça. Rojoula doit être directeur des sites et je ne sais pas quels sont leurs...